Messieurs, bonsoir, bienvenue sur la RTS 20h. Le journal, voici les titres. Le 8 surclasse le non et s'impose dans plusieurs localités du Sénégal. Le référendum de ce 20 mars 2016 livre ses résultats provisoires. À Dakar, Fatick, Diourbel, Kédougou, les partisans du oui manifestent leur joie en scrutin que les Sénégalais apprécient diversement. Réaction dans ce journal. Et puis le point avec le ministre Seydou Gueye. L'un des produits halieutiques les plus prisés et le plus exporté se fait rare. La sardinelle, communément appelée yaboy au Sénégal, est devenu cher. Depuis quelques jours, le marché connaît une hausse considérable. L'unité est vendue à 200 ou 250 francs et le thieboudienne de Pendambay en pâtit. 13 lions dans la tanière pour un premier galop d'entraînement avant le match du 26 mars face au Niger. Les joueurs d'Alioune Cissé ont encore quelques jours pour affiner leur stratégie face à la MENA. Le reste du groupe est attendu dans les prochaines heures. Bienvenue à tous. Lendemain d'élections, de référendum, les Sénégalais vaquent à leurs occupations, oui ou non. Ceux qui se sont prononcés l'auront fait dans le calme et la sérénité. C'est le constat de Fatou Sakho qui est allé à la rencontre de quelques électeurs, observateurs ou superviseurs. Tous apprécient la maturité du peuple sénégalais. Le reportage de Fatou Sakho qui n'est pas encore prêt. Nous parlons de ce référendum avec justement ces résultats qui sont provisoires et nous aurons à dérouler tout cela dans ce journal. Le village de Oyolde dans le département de Linguère dispose d'un nouveau forage construit par le programme d'urgence de développement communautaire. La cérémonie de réception provisoire a été présidée par le directeur général du PUDC que les populations ont salué. Ils ont marqué leur satisfaction par Bonadiawa. Les populations de Oyolde n'en croient presque pas leurs yeux. Un forage débutant à 56 mètres cubes heure sur le site qui jadis abritait leur village. Elles ont été contraintes de quitter, ne pouvant plus supporter le manque d'eau. Le programme d'urgence développement communautaire leur apporte l'espoir, la renaissance. Le souhait le plus ardent des populations depuis nos ancêtres, c'était l'eau dans le ferlo. Et aujourd'hui, vraiment, Masha'Allah, avec le président Macky Sall, nous avons vu que rien qu'à Thiel, depuis que le président Macky Sall est là, au moins nous avons eu 2 nouveaux forages. Donc ce qui est sûr, le problème de l'eau est en train de se régler. coono bu metti ki la nekkoon dañu daan dox ay fukki kilomètre ak juróom di boot sunu doom yi di root si yendu ci teen bi ba ngoon jot te duñu am ndox ñu ñibbi war a togg reer war a togg war a soq loolu lépp di suñu liggéey kon nag tey bu ñu toogee ba Macky Sall yéeg dimbale nu ci forage bu njëkk bi ah nu di ci sant yàlla di ko ci sant. dina arastro sam parce que ni am nañ jafe-jafe ndox bu baax ndox bi balk bi bu ubbeeku dina am suñu arras. Nous marchions des kilomètres pour avoir de l'eau. Le forage de Oyolde polarise plus de 8 villages grâce à un réseau d'adduction de 40 km. Au total, les bénéficiaires directs sont estimés à plus de 1400, sans compter le bétail. Cet ouvrage a une importance économique capitale dans la mesure où il est implanté dans la zone agro-silvopastorale. C'était dur, c'était vraiment pas du tout facile d'avoir une seule goutte d'eau. L'élevage et aussi la production animale. Donc c'est une localité qui est restée longtemps avec un problème d'accès à l'eau potable, aussi bien pour les populations que pour le cheptel. Donc avec l'implantation de ce forage et du château d'eau et aussi bien sûr le réseau interconnecté qui polarise à peu près 8 villages, donc au total de 300 millions, nous venons en tout cas de régler la lancinante question de l'accès à l'eau pour ces populations. Le PUDC entend aussi accompagner les femmes dans leurs activités génératrices de revenus. Nous sommes en train de travailler sur les chaînes de valeur et la filière laitière est une priorité pour nous. Nous sommes en train de faire les études de faisabilité et d'ici la fin de l'année 2016, nous aurons les résultats de l'étude et nous pourrons implanter en tout cas au niveau de la zone agro-silvopastorale au moins une unité de transformation de lait qui va polariser
tous ces villages, sachant que la production laitière est très importante. De 1950 à 2015, seuls 5 forages existaient dans cette zone quasi-aride. Depuis 2015, 8 forages supplémentaires ont été construits par l'État. Le bien-être de ces populations est largement tributaire de leur accès aux liquides précieux. Car abrite la 6e conférence internationale du Comité africain de métrologie, la science des mesures. Plus de 200 participants provenant de 36 pays à travers le monde prennent part à la rencontre. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Alioune Sarr, le ministre en charge du commerce. Voici le reportage d'Anne Santiago. C'est la première fois que le Comité africain de métrologie tient ses assises en Afrique au sud du Sahara. L'importance de la métrologie, à ne pas confondre avec la météorologie, se mesure à l'aune de la place que cette discipline scientifique occupe dans l'activité humaine et l'évolution des sociétés contemporaines. La météorologie vous permet aujourd'hui d'avoir des transactions commerciales loyales. La météorologie aujourd'hui vous permet aux médecins de faire des diagnostics sans se tromper, parce qu'avec des instruments de mesure, la météorologie aussi permet aujourd'hui d'assurer votre sécurité, parce qu'il y a par exemple les radars qui peuvent flasher des véhicules qui font des excès de vitesse. Tout ça, c'est la météorologie. Le choix porté sur le Sénégal pour abriter cette 6e édition du CAFMET illustre à suffisance le degré de prise de conscience et d'engagement des décideurs privés et publics de notre pays. La destination du Sénégal, acceptée et inscrite dans notre agenda international, sur instruction de son Excellence M. Macky Sall, président du Sénégal, est un signal fort qui a besoin d'être décrypté. En effet, pendant les 4 jours que vont durer vos travaux, le Sénégal sera, pour reprendre les mots du président du CAFMET, le professeur Charki, le Sénégal sera donc le phare de l'Afrique en matière de métrologie. Cette 6e conférence constituera donc une opportunité pour les pays de la CEDEAO en général et pour le Sénégal en particulier, pour d'une part diagnostiquer nos systèmes de métrologie, base de tout dispositif de qualité, mais également partager avec les experts internationaux qui sont là sur les avancées, expériences et résultats de la recherche en matière métrologique. La rencontre de Dakar a enregistré la participation active de la communauté scientifique du Sénégal, notamment l'Université Cheikh Anta Diop, l'Association sénégalaise de normalisation ASN, l'ITEA et le ministère de l'Industrie. Ce dont se félicitent les présidents d'associations sénégalaises de métrologie et du Comité africain de métrologie. Plus de 200 participants provenant de 35 pays à travers le monde prennent part à cette 6e conférence dont le temps fort s'articule essentiellement autour de l'organisation d'ateliers techniques, d'une exposition sur la mesure et l'instrumentation. Et puis ce 7e congrès de la Société sénégalaise d'ophtalmologie, différents spécialistes sont réunis autour du développement de la santé oculaire dans un contexte de mutation technologique. Pour cette édition, un accent particulier est mis sur les cécités rétiniennes dues à la dégénérescence de la macula et l'utilisation des antibiotiques. La question des ressources humaines qualifiées est aussi une autre problématique sérieuse dont on va parler pour cette rencontre de Dakar Omar Diawa. Un congrès est avant tout un moment de retrouvailles mais surtout d'échange. La Société sénégalaise d'ophtalmologie a réuni ses membres issus du public, du secteur libéral et de l'université. Au fait, combien compte-t-on d'ophtalmos au Sénégal? À peu près une 60aine d'ophtalmologistes, avec évidemment une situation particulière, leur mauvaise répartition. Trop peu pour prendre en charge les maladies oculaires. À l'université, un diplôme spécial est possible, 4 ans après le doctorat. Pendant ce temps, les cécités menacent. 8 aveugles sur 10 sont inutilement handicapés. Les coûts exorbitants des soins, les séquelles, la réadaptation, les journées de travail perdues et la baisse de la productivité contribuent à appauvrir nos communautés. Lutter contre les cécités, c'est lutter contre la pauvreté. Cela passe par le développement de l'ophtalmologie. Les termes de l'équation sont bien connus. Dans nos pays, il faut un équilibre entre les soins primaires prenant en charge les pathologies courantes et le développement d'une médecine de qualité. La science est un train. Si vous ne le prenez pas, ils ne vous attendent pas. Le problème, c'est d'arriver à créer des centres avec une technologie de haut niveau, mais les rendre accessibles aux couches les plus défavorisées. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale est conscient qu'il faut encore développer des initiatives et qu'aucun effort ne sera ménagé pour atteindre l'objectif d'éliminer la cécité évitable d'ici 2020.
D'importants pas ont été faits dans la lutte contre la cataracte et une meilleure hygiène a fait reculer le trachome et d'autres pathologies. Mais attention aux maladies chroniques et à leurs conséquences. Parmi ces maladies, il faut quand même citer le diabète. À l'heure actuelle, l'espérance de vie des diabétiques a augmenté dans notre pays, ce qui fait que ce qu'on appelle les microangiopathies, c'est-à-dire les complications chroniques de cette maladie, s'installent dans un organe aussi sensible que l'œil et entraînent des cécités qui ne sont pas à négliger. Le glaucome exige quant à lui un diagnostic précoce. Les pathologies maculaires dégénératives et l'antibiothérapie en ophtalmo occuperont une place centrale au cours de ces 2 jours. Et puisque dans ce secteur, les évolutions technologiques sont rapides, une exposition de matériel haut de gamme est visible de tous les professionnels de la santé oculaire. C'est l'actualité de ce jour, le référendum du 20 mars 2016, oui ou non. Ceux qui se sont prononcés hier l'auront fait dans le calme et la sérénité. Fatou Sakho est allé à la rencontre de quelques électeurs, observateurs ou superviseurs. Tous apprécient la maturité du peuple sénégalais. Ce référendum, qui a soulevé beaucoup de passion, suscitait des inquiétudes. Mais les conditions de son déroulement témoignent de la maturité des différents acteurs. Les populations en premier. Le référendum s'est bien passé, contrairement à ce qu'on attendait. Donc là, on se rend compte que le peuple sénégalais est mature. Juste ce qu'on déplore peut-être que c'est le taux faible de participation. Quelle est la raison? On ne sait pas trop. Mais l'essentiel au moins, c'est que le tout soit passé dans la sérénité. Cela démontre que le Sénégal, c'est tout juste un pays où il y a la paix. Et certes, nous avons des convictions particulières et nous avons aussi des orientations différentes, mais néanmoins, le tout revient tout dans le Sénégal. C'est ça qui est important et c'est ça qu'on attendait comme des Sénégalais. Des Sénégalais qui ont rempli leur part dans ce jeu démocratique où chaque acteur, en ce qui le concerne, joue un rôle important. Il faut se féliciter de 3 choses par rapport à la tenue de ce référendum. D'abord de la maturité du peuple sénégalais qui a fait preuve vraiment de sérénité par rapport à ce processus-là, parce que les gens sont allés voter dans le calme et la sincérité et le lendemain ils se sont allés vaguer à d'autres occupations. La deuxième chose, c'est également magnifier le rôle de la société civile, se féliciter également du professionnalisme et de l'efficacité de notre administration. Parce que notre administration a su en un temps record organiser efficacement ce scrutin-là. Un pari réussi avec le concours des mécanismes fonctionnels et autonomes, garant d'un apaisement et d'une confiance dans tout scrutin. Le jour du scrutin, c'est un jour solennel pour tous les Sénégalais. Ils sont sortis, ils sont allés voter. Et ce que l'on craint souvent le jour du scrutin, ce sont des troubles. On est sorti de ce référendum comme on sort de tous les scrutins au Sénégal, dans le calme. Et les résultats qui vont sortir peut-être officiellement aujourd'hui ou demain au niveau de la Commission nationale de recensement va confirmer que le Sénégalais vote librement et que la transparence aujourd'hui dans nos scrutins n'est plus contestable. 4, 5, 6, 7. Si le résultat final nous permet de nous targuer d'une démocratie majeure, il demeure que les hommes politiques doivent prendre de la hauteur. Ce qu'il faut peut-être déplorer, parce que nous aussi, sur le plan qualitatif, les discours n'ont pas été d'une grande sagesse souvent. Et je crois que, comme beaucoup de Sénégalais, nous avons écouté les discours et il serait vraiment très bien pour la démocratie sénégalaise que les discours soient d'une certaine courtoisie. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le moment pour le président de la République de décrypter le message des Sénégalais qui n'ont pas voté, pour dire que donc il demeure le président de tous les Sénégalais, même de ceux qui ont voté non, et prendre la hauteur pour convoquer et inviter tout le monde autour d'une table. Le 20 mars 2016, un autre jour mémorable dans l'histoire du Sénégal. Justement, au soir du 20 mars, après l'annonce des premiers résultats, Fatick crie victoire. Les populations sont sorties massivement exprimer leur joie, ambiance dans les rues de Fatick. On est très contents de réussir le référendum avec succès. Et on est tous derrière notre frère Matar.
qui est très dynamique. Très dynamique et il fait un grand boulot aussi au niveau de Fatick. Ce n'est pas une surprise. On savait qu'on allait gagner. Fatick reste et demeure la base naturelle du président Macky Sall. Je pense qu'avec un taux de participation de 40,8 et on a gagné massivement parce qu'on a 84% de oui. Je pense que cela montre effectivement le travail effectué par les responsables politiques, mais l'attachement sans faille et l'engagement, la mobilisation permanente des populations de Fatick. Mais il y a un enseignement à tirer parce qu'au niveau de la région de Fatick, nous avons 77%, nous avons 42% de taux de participation. On peut identifier aujourd'hui les postes de résistance où il y a une incompréhension, où il y a eu peut-être un découragement. Ça nous permettra d'ici les locales de pouvoir rectifier ce qu'il faut, mais je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter l'ensemble des populations de Fatick. Nous avons été fiers parce que la population a posé un acte très fort. Gaay ñu ne fañ nangoro roga deb no xolum o fañin fañ tawa caca. « 9075 voix pour le oui, contre 5222 pour le non à Gossas. Le camp du oui l'a remporté dans les 6 communes. Le département connaît 2 arrondissements. Il faut dire que la joie était au rendez-vous dans le camp du oui. François Seg nous décrit l'ambiance. Explosion de joie chez les partisans du oui après le dépouillement à l'école Samba Yombe Guillemboch. Dans ce lieu de vote du Premier ministre qui compte 2 bureaux, le oui a obtenu 344 voix contre 160 non. Nous sommes très contents. Le bureau de vote qui est à Diakhao, notre bureau de vote est le bureau de vote du Premier ministre et du député Cheikh Diorno. Voilà. Nous sommes très contents. Vraiment, nous sommes les premiers résultats sortant de cette ville. Vraiment, nous sommes très satisfaits. Et on veut vraiment faire plaisir à notre Premier ministre. Parce que le Premier ministre de Gossas se soucie de nous. C'est un homme de partage, un homme de générosité et un homme qui aime les Gossassois. Ce lieu de vote fait partie des 8 bureaux témoins du département de Gossas. Il compte le plus grand nombre d'électeurs inscrits, 1160. Même constat dans l'arrondissement de Wadjour, dans l'arrondissement de Colobane. Sur les 4 bureaux, le non l'emporte dans un seul bureau, celui de Mbar, 130 à 108. Liesse populaire à Diourbel, à l'issue du vote, les populations sont sorties dans la rue pour savourer la victoire. La présidente du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Tall, évalue et remercie les Diourbellois. Abibou Maï. Une caravane victorieuse du oui qui s'ébranle à Diourbel. Point de départ, le QG de la présidente du Conseil économique, social et environnemental. Le calme plat d'un scrutin matinal laisse la place à une euphorie victorieuse. Sur les 11 communes du département, les 9 tombent dans l'escarcelle du oui. Sur les 11 communes du département, nous en avons gagné les 9. Je pense que ça, ce sont des résultats louables. J'ai fait campagne avec Benno Bokk Yakaar, j'ai fait campagne avec tous les partisans du oui à travers les mouvements diversifiés, les personnalités individuelles mais représentatives. Et ici, dans le département, maintenant toutes les communes ont une égale dignité. Mais nous pouvons toujours considérer que le contact a été maintenu, la solidarité manifestée à travers toutes les communes du département. Les techniciens ont travaillé d'arrache-pied pour obtenir les résultats provisoires qui confortent la victoire du oui. 9309 pour le oui et 8820 pour le non. Nous n'avons pas jubilé sur la base d'une certaine euphorie ou d'une certaine incertitude. Nous avons préféré travailler de manière scientifique avec les ordinateurs, en relation avec les mandataires de tous les centres qui ont collecté les résultats de chacun
de nos représentants dans les 88 bureaux des 21 centres. Les machines ne mentent pas, nous avons mis en place en amont un système qui nous permettait au fur et à mesure que les résultats se déclinaient, de faire la sommation des résultats, identifiés bureau par bureau de vote, centre de vote par centre de vote. Et nous avons la confirmation aujourd'hui que la commune est majoritaire, le oui sur le non, avec plus de 9300 voix, 309 je devrais dire, contre 8820 voix. Donc aujourd'hui, le oui l'a remporté. Provisoirement, des perspectives qui s'annoncent déjà pour Diourbel. Des perspectives d'emploi, donc de restauration de la dignité de la jeunesse, puisque tous les projets du programme Sénégal émergent vont pouvoir émerger, pour me répéter, et offrir un environnement meilleur et offrir des emplois aux jeunes. Après avoir battu campagne dans tout le département de Diourbel, les partisans du oui chantent le triomphe et la nuit victorieuse s'annonce longue. Linguère, Louga et Kébémer, le oui l'a également emporté dans ces trois départements de la région de Louga. Le oui a obtenu 65,93% des voix contre 34,7% pour le non. Un scrutin qui s'est déroulé dans le calme. Le point avec Seydina Lunfal. Au lendemain du scrutin, Louga a repris son train-train habituel. La consultation s'est déroulée dans le calme. Le oui a gagné dans les trois départements de la région de Louga. Dans le département de Louga, le oui a obtenu 64% contre 36% pour le non. Ça montre aujourd'hui que les populations ont confiance à leur président, le président de la République. Si on voit aujourd'hui les résultats dans le département de Louga, je peux dire qu'on a tout gagné. On a gagné Koki, on a gagné Sier, on a gagné Tchamen, on a gagné Sakal, on a gagné Leuna, on a gagné Petewarak, on a gagné Nyomre. Ça montre que le Benno Bokk Yakaar a très bien travaillé. À ma qualité de coordonnateur du courant du oui, je suis très satisfait aujourd'hui des résultats qui viennent de descendre au niveau du département. À Kébémer, le oui est sorti vainqueur avec 65,93%, le non obtient 34,7%. Le même schéma est constaté à Linguère. Dans ce département, le oui a obtenu 81,34% contre 18,66% pour le non. La région de Louga a donc clairement affiché sa position. Le oui vient largement en tête avec 65,93%, le non avec 34,7%. Une page est donc tournée pour ces populations qui pensent qu'il faut à présent retourner au travail. Et puis la Cour d'appel de Thiès vient de confirmer la victoire du oui dans le département de Thiès. Total des inscrits, 290 028 votants, 116 072 bulletins nuls, 906 valablement exprimés, 114 762. Le oui donc qui l'emporte sur le non avec 58 026 voix contre 56 736 voix. Le taux de participation est de 40%. Les résultats provisoires du référendum sont connus dans la partie sud du pays et le oui l'emporte dans les trois régions de la Casamance, à Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Les autorités ont fini de compiler les chiffres issus du référendum. Bachirba. Dans la Casamance naturelle, on a voté dans le calme. Pour Ziguinchor, le oui l'emporte dans les trois départements.
Sur les 108 795 inscrits de Ziguinchor, 35 457 ont voté et 35 156 suffrages sont valablement exprimés. Le oui a obtenu 17 987 contre 17 169 pour le non. À Bignona, le oui obtient 21 431, le non 14 300. Pour Oussouye, on a compté 5 116 bulletins du oui et 3 650 bulletins pour le non. Dans la région de Sédhiou, 75 312 électeurs ont voté. Parmi les 74 419 suffrages valablement exprimés, le oui compte 38 727 voix contre 35 892 pour le non. À Kolda, on a noté un taux de participation de 44,21%. Le oui a obtenu 60 517 voix contre 30 848 pour le non. Sur les 210 740 inscrits, 93 179 ont voté. Les populations ont voté massivement pour le oui dans les régions de Kaolack et Kaffrine. Les résultats le confirment au lendemain du scrutin. Tout s'est passé normalement dans le calme, pas d'incident noté. Dans la région, le taux de participation avoisine plus de 40%. Les Kaolackois ont montré citoyenneté. Le récit de Claire Diop. Au lendemain du scrutin référendaire, la région de Kaolack a renoué d'avec son calme habituel. Les électeurs ont induit en erreur tout ce qui avait présagé des perturbations un peu partout. La population a montré maturité et responsabilité. Déjà, les résultats provisoires sont tombés. Une nette tendance en faveur du oui se dessine. Les résultats obtenus le confirment. La majeure partie des Kaolackois ont exprimé leur accord sur les 15 points de réforme proposés par le président Sall. Le dernier mot revenait au peuple et ce dernier a dit son vœu. C'est le devoir de tous de venir voter, car nous sommes l'avenir de notre peuple. C'est à nous de prendre les décisions d'hier et c'est à nous de former notre propre gouvernement. Parce que l'État, c'est le peuple. On est venu massivement pour voter, mais d'après ce que j'ai vu là, il y a un peu de personnes. J'ai dit tout le monde de sortir venir voter quoi. C'est mon parole encore. Aucun incident majeur n'a été signalé. Le même constat est fait par les observateurs. Vraiment, il n'y a aucun problème à signaler. Les électeurs sont venus et commencent à voter. Vraiment, c'est maîtrisé, il n'y a aucun problème. Tout est OK, il n'y a aucun faille. Au niveau du matériel, au niveau du dispositif, au niveau des membres des bureaux de vote, tout le monde est là et ça se déroule bien. De façon générale, le vote s'est bien déroulé. Il n'y a aucun problème, aucune difficulté majeure. Il n'y avait pas de trouble et ça s'est bien passé durant toute la journée. Le nombre, c'est à peu près satisfaisant parce que c'est un nombre qui est acceptable par rapport aux attentes. Au total, 360 664 étaient inscrits sur les listes électorales. 142 140 ont valablement voté. Le oui a obtenu à Kaolack 99 282 contre 41 475 non, une différence de 57 807 voix. Le taux de participation est évalué à plus de 40%. La même tendance s'est dégagée également dans la région de Kaffrine. Les résultats globaux font un total de 64 275 voix pour le oui contre 24 336 voix pour le non. Suite à cette victoire massive du oui à Kaolack, le maire de Kaolack, Mariam Assar, aux côtés d'autres leaders politiques, a tenu une conférence de presse pour saluer l'engagement des militants de la coalition au pouvoir. Nous l'écoutons. Je tiens à travers cette présente déclaration à adresser nos sincères remerciements à la population de Kaolack suite au vote massif enregistré lors de ce référendum. C'est l'occasion de féliciter tous les partis, les mouvements et associations de la coalition du oui qui ont largement contribué à la victoire oui sur l'ensemble de la commune de Kaolack. En fait, cela n'a pas été facile au départ parce qu'il fallait d'abord créer l'unité autour de l'essentiel en rencontrant
tous les leaders politiques de la coalition, les mouvements, les associations, les autorités religieuses et coutumières. Un programme consensuel a été élaboré et mis en œuvre. Caravanes, visites de proximité, conférences, points de presse, débats, temps d'antenne, meetings, et la liste n'est pas exhaustive. Le jour du scrutin, la coalition a mis à disposition des mandataires des véhicules pour le transport des électeurs afin d'accomplir leurs devoirs citoyens. C'est ce qui nous a amenés dans la synergie, dans la solidarité, sans violence, de mener cette campagne et de faire le référendum, de voter massivement pour le succès de Kaolack, de la commune de Kaolack, sans violence. Donc je dois dire que nous devons des remerciements et des félicitations aux populations de Kaolack qui ont su faire preuve de grandeur d'esprit, qui ont su faire preuve de responsabilité pour aboutir à ces résultats satisfaisants, sans tambour ni trompette. Donc je tiens à remercier toutes les populations de Kaolack, tous les chefs religieux qui nous ont accompagnés, tous les délégués de quartier qui nous ont reçus dans leur quartier, tous les jeunes qui ont effectué des activités, tous les leaders de partis qui ont fait des activités parallèles pour qu'on en arrive à ce stade. Mention spéciale aux populations de la commune de Kaolack. C'est grâce à votre détermination que nous avons pu avoir ces résultats. La Médina bascule dans le camp du oui, jadis fief du maire socialiste Bamba Fall, l'une des plus vieilles communes de Dakar, et depuis hier dans l'escarcelle du cadre unitaire qui regroupe plusieurs autres citoyens de la Médina, parmi eux Sidi Sané et le docteur Pape Abdoulaye Seck, ministre de l'Agriculture. Les voici au micro de Penambaoua. C'est une fête extraordinaire. Toute la Médina est en train de savourer cette grande victoire. Je pense que le oui l'a largement remporté, et un référendum qui repose sur 15 points extrêmement clairs qui vont permettre une consolidation de l'état de droit. Alors le oui s'impose également à Guédiawaye. Guédiawaye, suffrage exprimé 64 960 sur 188 558 inscrits, soit un taux de participation de 34,69%. Le oui obtient 34 924, soit 53,76%. Et le non, 30 036 voix, soit 46,24%. Une différence de voix de 4 882. Le oui s'impose donc à Guédiawaye et à Pikine, dans la commune de Wakhinane Nimzat. C'est le bulletin blanc qui a recueilli le plus de voix sur 8 bureaux. Les 5 ont voté pour le oui. Une victoire que le maire de Wakhinane Nimzat a fêtée avec ses militants. Le voici au micro d'Ibrahim Mandong. Tout d'abord, il faut remercier le bon Dieu et remercier aussi tous ceux et toutes celles qui ont accepté de me mettre en avant dans ce combat qui n'était pas évident, et les résultats l'ont suffisamment prouvé. Et la vérité, c'est que c'est un travail de terrain qu'on a abattu jour et nuit avec ce qu'on a appelé ici le front du oui, fort des militants APR, fort des indépendants, fort aussi la coalition Benno Bokk Yakaar, Benno ak Tanor. On a eu le temps de l'explication grâce à une équipe bien soudée, des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, et c'est véritablement ça. Et comme nous sommes du terroir, nous connaissons les gens, nous sommes allés chez ces gens, leur expliquer. Et c'est ainsi même que certains pans du PDS nous ont rejoints. Et notamment Mme Bintou Diakhaté, qui véritablement a assumé, bien qu'étant du PDS, le oui, avec véritablement une volonté de faire. C'est pas mettre
en veilleuse ce que les autres forces aussi ont pu faire. Donc, c'est remercier tout le monde. Alors, la vérité, ce qu'on a appris, c'est que pour convaincre les gens, c'est un travail de terrain. Et que le Sénégal a atteint un niveau de démocratie extraordinaire. Ce ne sont pas des moutons, les Sénégalais et les Sénégalaises. Et les résultats le montrent. Parce que véritablement, vous allez dans certaines zones, c'était un peu mitigé, serré. Mais la vérité est que le front du oui a gagné tous les centres et presque tous les bureaux de vote. Donc c'est ça la victoire et ça prouve encore une fois de plus qu'on peut faire la politique sans violence, on peut faire de la politique en croyant à l'argumentaire parce que nous sommes tous habitants de Wakhinane Nimzatt. Après le vote, on se retrouve tous. C'est l'occasion de dire massa. Hein. Le maire de Wakhinane Nimzatt et directeur général de la RTS, Racine Talla, qui gagne dans sa commune. Et puis, autre fait marquant, les personnes du troisième âge qui se disputent l'électorat aux jeunes, malgré leur âge avancé, elles sont au premier rang à Diourbel. Le constat saute à l'œil, armé de volonté. Ces personnes du troisième âge mesurent la force que représente leur carte d'électeur. Abibou Mbaye. Voter à tout prix. La vieillesse et le handicap surmontés, le temps de s'acquitter de son devoir citoyen. À Diourbel, les personnes du troisième âge ne veulent pour rien au monde manquer ce rendez-vous pour réécrire encore l'histoire. Cette dame est venue voter pour Lamine Koura Gueye et pour Senghor. Ils ne sont pas là. Ici, il y a le oui ou le non. Nostalgique d'un passé électoral du Sénégal, elle veut toujours s'acquitter de son devoir citoyen malgré le poids de l'âge. Je vote depuis le temps de Lamine Koura Gueye et Senghor. J'aime mon pays, je vote pour que mon pays avance, c'est ça mon objectif. Il faut que le pays marche. Une histoire électorale qui s'écrit toujours malgré les vicissitudes de la vie. Assise sur son fauteuil roulant, Maria Makassé veut vaincre tout handicap de son pays par le vote. Je suis citoyenne et je viens accomplir mon devoir. J'aime mon pays et je veux qu'il aille de l'avant comme tous les autres pays. Les personnes du troisième âge semblent ravir la vedette à cette jeunesse qui a longtemps constitué le fer de lance d'une démocratie du Sénégal, à l'épreuve d'un référendum qui va révéler une autre réalité électorale du Sénégal. Sur ce plateau, Seydou Gueye, ministre porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir Ibrahim. Merci de répondre à notre invitation avec justement le oui qui l'emporte un peu partout. Fatick, Gossas, Louga, Diourbel, Thiès, Matam, Ziguinchor, Tambacounda, Kédougou, Kaolack et Médina, votre fief. C'est une victoire que vous avez savourée à sa juste mesure? Oui, c'est une victoire que nous avons savourée, que nous avons partagée avec les Médinois et les Médinoises qui sont sortis hier massivement, jubilés. Vous avez vu l'extrait tout à l'heure avec le ministre Pape Abdoulaye Seck. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au-delà de la Médina, au-delà des centres urbains que vous venez de citer, le peuple a répondu à l'appel du président de la République qui lui avait soumis quand même un projet de révision avec 15 points qui étaient des innovations majeures et qui étaient vraiment des innovations très progressistes. Donc le peuple est sorti massivement pour exprimer son adhésion à cette proposition, puisqu'au regard des informations dont nous disposons, les suffrages exprimés sont autour d'1 948 873 suffrages qui étaient valablement exprimés. Sur les 5 400 000. Ce qui nous donne un taux de participation d'à peu près 40,7%. C'est vrai qu'il y a un débat sur ça et on compare avec les chiffres de 2001. Mais 2001, il faut rappeler qu'effectivement qu'on n'avait pas la même taille de fichier. Et si le taux de participation était de 65%, les suffrages valablement exprimés étaient en deçà de ce que nous avons aujourd'hui, puisqu'en 2001, c'était autour d'à peu près 1 678 000. Avec maintenant l'émission simultanée de la carte nationale d'identité et de la carte d'électeur,
notre fichier est passé à près de 5 millions ou un peu plus de 5 millions. Donc de façon claire et substantielle, nous avons dans le fichier à peu près 1 500 000 personnes qui ne votent pas ou qui ne votent jamais. Donc ça, c'est un point d'interrogation assez important. Il faudrait que la classe politique s'organise et dans le cadre d'une concertation, voit comment on peut mettre en place des mécanismes pour nettoyer ce fichier, pour avoir des taux de participation. Et il y a également ces 200 et quelques mille personnes qui n'ont pas pu voter à cause justement de cette machine qui est tombée en panne. Voilà, c'est regrettable en tout cas, mais je pense que l'État prendra toutes les dispositions pour que ce préjudice-là soit immédiatement réparé. En vérité, au niveau du taux de participation, nous avons à peu près un taux à 40,7%. Et sur la distribution des suffrages, le oui serait au-delà de 62%. 62% avec plus d'1 275 000 suffrages exprimés. Alors que le non n'aurait récolté que 700 et quelques mille suffrages. Donc ce qui nous met à un niveau de participation assez important. Et je voudrais rappeler aussi qu'il y a un débat sur ça, mais au dernier local, le taux de participation au local de 2014, le taux de participation était d'à peu près 38%. Donc sur ce débat-là, je vois que ça s'emballe, mais nous avons quand même un bon taux de participation au regard du profil de la participation en matière de référendum. Voilà. Alors il y a du travail à mener donc pour justement amener justement les Sénégalais à aller voter pour les prochaines échéances électorales. Est-ce que ce résultat pourrait vous amener justement à faire ce travail à la base pour que les Sénégalais se réconcilient justement avec le vote-là? Ah oui, non mais vous savez, le Sénégal a une tradition en matière de démocratie et il y a une passion pour la démocratie, puisque les Sénégalais aiment bien débattre et c'est une des fonctions essentielles de la démocratie. Ils aiment bien aller voter puisque les consultations électorales les intéressent, qu'elles soient référendaires ou élections à enjeu pour le président de la République, pour renouveler l'exécutif local ou l'Assemblée nationale. Donc il y a une passion. La dynamique devra les accompagner pour que cet engagement puisse toujours se traduire en acte de vote. Je rappelle que nous sommes dans un pays où le système de vote, le vote n'est pas obligatoire. Il y a des pays où le vote est obligatoire avec des incidences en matière de pénalité, en matière fiscale. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure et même dans la diaspora, les Sénégalais sont préoccupés de pouvoir valablement exprimer cette prérogative de leur citoyenneté qui est de pouvoir voter. Et les résultats de la diaspora sont à peu près identiques à ce que nous avons ici, puisque avec une participation importante de la diaspora, nous sommes à environ 60% de oui. Donc il y a une passion sénégalaise pour la démocratie, une passion sénégalaise pour les consultations électorales, une passion du Sénégal et des Sénégalais pour la confrontation électorale. Il faut se réjouir d'habiter un pays où au lendemain d'une élection, on est en mesure de donner les grandes tendances, on est en mesure de donner des résultats provisoires qui permettent aujourd'hui de dire voilà, le Sénégal a honoré le rendez-vous avec la démocratie puisque les gens sont sortis, massivement votés et ont répondu à l'appel du président de la République. Alors, vous avez gagné presque partout. À Touba et à Thiès, il y avait un léger ballottage. Comment est-ce que vous avez analysé les résultats entre le oui et le non dans certaines localités? C'était un peu difficile pendant la période de campagne puisque les enjeux portaient sur la consolidation de la démocratie, les enjeux portaient sur le renforcement des institutions, la portée des innovations proposées par le président Macky Sall avait pour perspective de consolider la bonne gouvernance. Mais on a eu un débat qui a porté sur des questions assez périphériques ou même des questions qui n'étaient pas fondamentalement le sens et la portée de la réforme. C'est regrettable, il y a eu une sorte de voile qui s'est... il y avait une sorte de voile devant les propositions et on a mis du temps. C'est vrai que c'était pas facile d'expliquer aux Sénégalais, mais quand le dialogue s'est établi avec les Sénégalais, quand l'échange s'est structuré autour de la portée et du sens des propositions, les Sénégalais qui sont des majeurs, des personnes majeures, qui comprennent, et la maturité de la démocratie est à saluer, puisqu'ils ont compris le sens de la proposition et la portée de ces propositions, et finalement ils ont adhéré à ce coup de pouce nécessaire à notre démocratie pour lui faire franchir le palier supplémentaire qui est attendu de tout le monde. Nous sommes tous d'accord que nous avons une démocratie majeure, notre système électoral le prouve, la tradition de dialogue le prouve, mais le défi était d'en faire un modèle de référence. Maintenant,
que cette question est réglée, elle est bien prise en charge. Le temps est de consolider l'unité et de rendre le peuple sénégalais encore plus solidaire, puisque d'autres batailles nous attendent. Et ces batailles-là, elles sont de portée économique, elles sont de portée sociale. C'est l'ensemble des projets qui sont consignés dans le plan Sénégal émergent qui devraient améliorer qualitativement la vie de nos concitoyens. Et parce que c'est ça, la perspective économique tracée par le président de la République. C'est également toutes les propositions contenues dans le programme d'urgence de développement communautaire. C'est encore d'autres programmes tels que le programme Promoville qui vont aider à relever le niveau des infrastructures dans les villes, autant qu'on le fait en milieu rural et autant que nous le faisons d'un point de vue global pour le développement et l'émergence du Sénégal tel que le président de la République l'a annoncé. Donc nous avons, à travers cette révision, des mesures fortes qui ont été prises, notamment le verrouillage du mandat, la limitation du nombre de mandats et la limitation de la durée des mandats. C'est essentiel pour notre marche en avant, parce que je rappelle souvent dans mes entretiens avec certains amis ou même dans mon travail de partage que au nom du mandat, 13 Sénégalais ont dû perdre la vie entre 2011 et 2012. Maintenant, avec l'adoption de ce projet, cette question est derrière nous. Nous débattrons d'autres questions à enjeu pour la démocratie, mais définitivement cette question est verrouillée. Il en est de même des compétences accordées à l'Assemblée nationale en matière d'évaluation des politiques publiques. Et il me semble que c'est utile d'insister là-dessus, puisque quand on dit évaluation des politiques publiques, c'est au-delà du contrôle de légalité et de conformité que fait l'Assemblée nationale, mais c'est analyser et montrer l'impact des politiques menées par le pouvoir exécutif, et à charge maintenant pour l'Assemblée nationale d'indiquer des orientations en matière de budget ou en matière de suivi de politique publique, les orientations qui permettront que les décisions de l'action publique impactent davantage de la vie des Sénégalais. Il en est de même, je termine par là si vous me le permettez, des mesures qui portent sur l'engagement de Sénégalais dans la souveraineté. Puisque quand on parle de candidature indépendante, c'est-à-dire qu'on permet à des Sénégalais qui étaient pratiquement exclus du processus électoral de pouvoir candidater valablement au même titre que les partis politiques. C'est de la même portée pour les députés qui devraient représenter les Sénégalais de l'extérieur. C'est comme si, dans le même élan, on les intégrait tous à nouveau dans la souveraineté nationale, puisqu'on leur permet d'arriver à un niveau d'égalité. Et je pense qu'un pays qui progresse dans l'égalité, un pays qui progresse dans la solidarité et dans l'unité, a toutes les chances d'être un pays émergent. Alors c'est le dernier mandat de 7 ans qu'on va connaître au Sénégal, c'est ça, non? Et ce sera pour 2 mandats de 5 ans. Alors, quelle est votre plus grande satisfaction dans les localités où s'est déroulé le vote? Où est-ce que vous aviez eu peur et où est-ce que vous avez à nouveau conquis l'électorat sénégalais? Je pense que la question elle est claire, elle est réglée. C'est un mandat de 7 ans. Le dernier mandat de 7 ans, c'est celui qui est en cours. Et si le président de la République brigue un second mandat, mais il sera un mandat de 5 ans et ce sera son 2e mandat. Et son dernier? Et son dernier, puisque la formule utilisée dans la proposition qui a été soumise aux Sénégalais, elle est sans équivoque. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Donc ça c'est très clair. Maintenant, quand vous partez en élection, vous avez beaucoup de stress, vous avez beaucoup d'appréhension. Vous devez être au contact et voir le potentiel dans votre localité. Et voilà, moi j'étais engagé dans une localité où effectivement en 2014 nous avons été battus, largement battus d'ailleurs, et on a accepté avec humilité la victoire. Et on n'a pas craché sur la victoire pour ne pas la dévaloriser. Mais nous avions considéré que c'était une défaite honorable. Et en matière d'élection, les dimanches se suivent et ne se ressemblent pas. Mais ce dimanche-là, c'est la coalition, le courant du oui, qui s'est imposé à la Médina, puisque les populations, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont partagé les perspectives qui étaient dégagées par le président de la République à l'occasion de ce projet de révision de notre Constitution. Ziguinchor, Thiès, les autres localités Je pense que le comportement du camp du oui est à saluer, puisqu'il a repris, le camp du oui a repris du poil de la bête, et dans les localités que vous avez évoquées tout à l'heure, en relation avec les échéances de 2014, on était perdant, on avait perdu, mais les résultats ont fait sourire les tenants du camp du oui. Et ce qui est intéressant dans cette dynamique, ce n'était pas une affaire de parti politique.
c'était une affaire citoyenne. Le référendum engage les citoyens. Et dans la plupart des localités que vous avez évoquées, et bien dans d'autres, le camp du oui, le courant du oui, s'est constitué certainement autour de Benno Bokk Yakaar, mais avec toutes les forces nouvelles qui soutiennent l'action du président Macky Sall dans le cadre de la mise en œuvre du PSE, et avec des forces citoyennes, des forces démocratiques qui ont compris très tôt et qui ont perçu tous les enjeux qui étaient liés à cette révision, notamment en matière de consolidation et de renforcement de notre démocratie et des institutions. Monsieur le ministre, vous restez avec nous. Nous restons sur le référendum, direction Tambacounda, dans la région sud-est. Les résultats provisoires donnent le oui vainqueur, Thiorodia. Déjà à 18h30, les premières tendances avaient presque annoncé la victoire du oui à Tambacounda, car dans les deux plus grands centres de vote, le oui l'avait remporté. Au fur et à mesure que les résultats tombaient, les tendances se confirmaient. Vers 23h, les résultats provisoires de l'ensemble du département étaient disponibles à la préfecture. Les résultats des urnes ont donné ceci. Inscrits 93 539, votants 32 776, bulletins nuls 432 000, suffrages valablement exprimés 32 344. Dans le département de Tambacounda, c'est le oui qui l'a remporté avec 22 602 contre 9 742 pour un taux de participation de 35,04%. Dans les autres départements de la région de Tambacounda, même son de cloche, ce sont les partisans du oui qui jubilaient. Dans le département de Koumpentoum, inscrits 33 849, votants 18 000.